Bienvenue pour ce colloque, ce débat, ce webinaire sur les défis numériques de l'Union européenne. On le commence avec les 5 minutes numériques de retard traditionnel. Dans le monde réel, il y avait le quart d'heure avéronais quand on faisait des réunions. On attendait que chacun puisse rejoindre la salle. Bon, je crois que depuis qu'on s'est beaucoup mis en ligne, on peut réduire tout cela à 5 minutes. Alors, ce n'est pas les 5 minutes avéronaises, c'est peut-être les 5 minutes californiennes quand on parle de numérique. Mais voilà, elles sont écoulées, donc je suis heureux de pouvoir ouvrir, comme on me l'a demandé, cette matinée d'échange sur les défis numériques auxquels sont confrontés les Européens. Je remercie évidemment les co-organisateurs de cette matinée, comme Strat, Sciences Po Alumni, WhatsApp EU en particulier, le secrétariat national du mouvement européen France, bien naturellement. Je voudrais ouvrir très modestement ces échanges qui ne sont pas les premiers. On a déjà commencé à organiser des ateliers sur ces sujets numériques, puisque nous pensons au mouvement européen qui sont évidemment essentiels à maints égards, on va le voir tout au long de nos débats, pour le présent des Européens, mais aussi pour le futur. Je commence très modestement avec un aveu, l'aveu d'une forme de schizophrénie que j'éprouve en tant que consommateur d'une part et en tant que citoyen de l'autre. Parce que en tant que consommateur, je suis un utilisateur plus que régulier des services numériques californiens que j'évoquais, un utilisateur inconditionnel d'Apple en particulier. Alors Apple, ça m'évoque mes 20 ans en Californie, de surcroît, les Macintosh qui ressemblaient à des Minitel. Et je n'ai jamais lâché depuis le fil d'Apple. Et euh, voilà, l'informatique, la téléphonie et tout ce qui s'est développé depuis lors. Évidemment, je suis un inconditionnel utilisateur de Microsoft, compulsif de Google, un utilisateur régulier de Facebook, sinon quotidien. Et peut-être que Amazon, où je rechigne parfois à aller parce que voilà, j'aime les commerces de proximité, mais enfin, mes enfants y vont tant qu'ils peuvent. Donc voilà, vous voyez, j'ai composé l'acronyme que vous connaissez bien, les GAFAM, GAFA ou GAFAM. Je suis un utilisateur très régulier et satisfait d'ailleurs de tous ces services qui nous sont offerts. Et quand j'utilise le mot GAFAM, je suis toujours un peu mal à l'aise d'ailleurs parce qu'il regroupe, il agrège, il mélange des offres de produits et de services qui sont de nature très différente. Par exemple, certains sont payants, Apple, je paie, d'autres sont gratuits, Facebook. Et donc évidemment, ça cache déjà ça renvoie déjà à des défis et à des problématiques un petit peu différentes, parce qu'en réalité, rien n'est gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit. Et donc, ça me renvoie dans ma schizophrénie à l'autre partie. L'autre partie, en tant que citoyen, les questionnements que je partage avec vous et qui, je crois, vont parcourir notre matinée. Alors, j'en vois plusieurs, mais je les livre vraiment de manière rapide. Quand on regarde en tant qu'Européen et quand je regarde en tant que citoyen européen l'espace numérique. D'abord, bon, ça c'est à peu près consensuel. Je crois qu'il y a de grands défis à relever en matière de cybersécurité. Ce sont des enjeux de souveraineté et les Européens sont de plus en plus mobilisés sur ce sujet, les Américains aussi. Ça, c'est un combat commun et nécessaire. Il y a évidemment un deuxième défi, c'est celui de l'usage des données. Ça renvoie au rôle respectif du marché d'un côté et de la puissance publique, que ce soit l'État ou l'Union européenne, puisque l'usage des données ne peut pas être soumis intégralement aux lois du marché. Et donc, il y a une nécessité de réguler cet usage, de l'organiser, de le codifier. Il y a eu en Europe le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. C'était une avancée majeure, mais ça ne suffit pas. Je ne peux pas oublier, là je suis sur le registre civique et je m'adresse à vous en tant que président du mouvement européen,
que mon prédécesseur, Jean-Marie Cavada, quand il a quitté la présidence du MEF et ses mandats européens, est allé créer l'Institut des droits fondamentaux numériques parce que, m'a-t-il dit, il y a des débats à mener et à poursuivre pour mieux contrôler, intégrer l'usage des données numériques. Et donc, évidemment, je pense qu'on parlera de ce sujet ce matin parce qu'il est central. Il y a aussi des sujets connexes relatifs au respect des droits d'auteur, par ailleurs. Et puis, troisième remarque, troisième défi, quand on parle des offres et du service numérique, c'est la place respective des Européens et des Américains. On peut aussi parler des Chinois, c'est un tout petit peu plus loin. Mais quand on évoque en Europe très souvent la chronique GAFAM, évidemment, ça renvoie à cela. Et je le dis, je suis mal à l'aise, moi, avec cet acronyme parce que ça agrège vraiment des produits, des services de nature différente. Et ça me paraît parfois traduire d'ailleurs une forme d'acrimonie européenne, de jalousie, d'envie au regard voilà, d'entreprises innovantes qui sont nées dans un climat très particulier et qui, au fond, apportent des produits et services bien utiles au monde. Alors, ça ne signifie pas qu'il ne faille pas réguler tout cela. Mais je crois qu'il faut bien choisir ces combats que sur ce qui relève des plateformes pour les consommateurs, hein, B2C. Le combat a été gagné par les Américains et que ce n'est pas nécessaire du point de vue industriel de rejouer le match, hein, si je puis dire. Même si il peut y avoir des initiatives intéressantes, je pense à Gaia-X en particulier, il y a des enjeux de souveraineté numérique. Je crois qu'il faut se concentrer sur les d'autres combats qui sont, et si je reste au niveau industriel, le B2B, l'industrie 4.0, tout ce qui relève du business to government, et là, mettre l'accent sur, en Europe, des programmes de recherche-développement, d'innovation industrielle, parce que, semble-t-il, il y a encore des places à prendre sur ces marchés-là. Alors voilà, c'est ces questions que je me pose en tant que citoyen, sans vouloir trop m'avancer dans les réponses que vous pourrez formuler. Je veux juste dire, pour terminer, que du coup, dans ce contexte-là, évidemment, ce débat matinal intervient au moment où, et tant mieux, hein, la Commission européenne a proposé deux propositions, a formulé deux propositions législatives, hein, le fameux Digital Services Act, qui est une étape importante pour essayer de créer un environnement en ligne plus réglementé et plus sûr. Et puis le Digital Market Act, qui lui se focalise davantage sur l'accès au marché, le rôle notamment des grandes plateformes en ligne, des contrôleurs d'accès, définis comme des contrôleurs d'accès, et donc qui a pour vocation, ce Digital Market Act, de mettre en place un environnement commercial plus équitable, plus ouvert, et dans lesquels les consommateurs que nous sommes, je boucle la boucle, aient accès à un plus grand choix de services de meilleure qualité. Et donc, sur ces sujets-là, ces deux propositions législatives, il y a vraiment la nécessité d'un débat approfondi et sur la base d'éléments civiques, mais aussi technologiques, industriels, juridiques, politiques, beaucoup plus sophistiqués que ceux que j'ai brièvement livrés à votre sagacité matinale. Je vais donc vous inviter maintenant tous à prendre part et à nourrir ces débats qu'on a prévus en manière séquentielle, Digital Services Act, Digital Market Act, pour une matinée qui constituera, en tout cas au titre du mouvement européen, un temps fort de la réflexion que nous souhaitons organiser sur ces défis à la fois donc individuels, civiques, économiques et personnels. Et donc, je veux vous remercier, je parle aux intervenants, bien sûr, qui ont pris de leur temps pour nous éclairer sur ces sujets, les co-organisateurs, évidemment, mais aussi tous ceux qui ont souhaité nous suivre ce matin pour ce débat dont les échanges seront enregistrés et que nous pourrons ensuite diffuser plus largement au sein de nos réseaux ce matin, et constituant donc un temps fort, sinon un point d'aboutissement d'un débat qui va se poursuivre encore
pendant les prochains mois. Donc, merci encore. Je reprends mon statut de citoyen observateur, de consommateur compulsif et je vous écoute. Je vous cède bien volontiers la parole désormais en vous souhaitant un très bon débat et en restant dans l'ombre pour vous écouter. Merci à toutes et à tous. Merci Bertoncini pour votre éclairage qui vous permet maintenant de retourner dans l'ombre. Alors côté What's Up EU, on est ravis d'animer ce colloque avec Agnès au nom de What's Up EU. Et peut-être deux, trois mots pour être très bref et que vous sachiez un peu qui nous sommes. What's Up EU est une jeune newsletter qui est éditée chaque semaine par une cinquantaine de contributeurs qui existe depuis 7-8 mois et qui est actuellement envoyée à peu près 2000 lecteurs chaque semaine. Et on vient de lancer une édition en allemand qui est éditée depuis Berlin et Vienne avec comme vocation d'être une véritable newsletter européenne. Et on vous invite évidemment à vous abonner. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de cette première table ronde qui nous occupe ce matin jusqu'à 10h15 et qui a fait l'objet de deux workshops qu'on a également animés avec Comstrat, le mouvement européen et Sciences Po Alumni, le Digital Markets Act. Merci Thomas. Donc, comme disait Yves Bertoncini à l'instant, le DMA, le Digital Markets Act, a été présenté par la Commission en décembre et il est entré là dans sa pleine phase parlementaire. Et donc, d'ici là, c'est la course pour amender, freiner, approfondir ce texte qui pose de nombreuses questions. C'est la course entre les institutions de l'Union européenne d'abord, entre les États membres ensuite, qui veulent peser évidemment de tout leur poids sur cette réglementation, quitte à introduire d'ailleurs leur propre réglementation, et enfin entre grandes puissances, avec ce paysage antitrust digital qui est en pleine recomposition à la fois en Europe, mais évidemment aux États-Unis et en Chine. Donc pour en parler aujourd'hui, Thomas, je te laisse présenter nos 4 intervenants. Oui, bonjour. Pour en parler aujourd'hui avec nous, on a Christiane Ferral-Schul, qui est avocate, spécialiste des nouvelles technologies et qui était présidente de la Conférence nationale des barreaux jusqu'en 2020. Anne-Yvrande Billon, économiste. Vous êtes directrice économie, marché et numérique à l'ARCEP et vous êtes auparavant passée par l'ARAFER et l'autorité de la concurrence. Enfin, Nicolas Bouzou, économiste et essayiste. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Asteres. Et Emmanuel Combe, également économiste, vice-président de l'autorité de la concurrence, et vous enseignez à la Schema Business School. Et on va commencer avec vous, Emmanuel Combe, sur une première question qui nous servira un peu de cadrage et sur laquelle on entendra ensuite Nicolas Bouzou, qui est celle de savoir comment on peut définir le business model des grandes plateformes du numérique pour se poser cette première question de voilà, l'objet qu'on entend réguler. Bonjour à tous d'abord et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et un honneur que de s'exprimer notamment devant des jeunes qui croient en l'Europe. Et j'ai d'ailleurs lu avec attention les deux comptes rendus des ateliers. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant, notamment l'atelier 2 sur le self-preferencing. Donc bravo tout d'abord. Je rebondirai un peu sur ce que disait le président Bertoncini. Alors d'abord, je m'exprime bien entendu au nom de l'autorité, mais vous savez, on a tous des sensibilités différentes. D'abord, je suis économiste, nul n'est parfait. Je ne suis pas juriste. Et secondement, on est en période de débat, vous l'avez fort justement dit. Et qui dit débat dit qu'on peut avoir des sensibilités différentes. Donc, je ne prétends pas représenter nécessairement l'opinion de l'autorité. En tout cas, je ne suis pas le seul représentant, loin s'en faut. Notre présidente s'est exprimée sur le sujet. Mais voilà, vous prenez plus ça comme des opinions d'un économiste qui essaye de comprendre le DMA. Et je rejoins ce que disait Yves Bertoncini tout à l'heure. Je vais faire une réponse en 2 temps. D'un côté, je comprends parfaitement, en effet, cette notion d'intermédiaire incontournable qui essaie d'être appréhendée par le DMA. Et néanmoins, je voudrais insister en tant qu'économiste sur la diversité de ces modèles, y compris au sein des supposés gatekeepers. Alors peut-être d'abord les points communs, très rapidement. Il y en a de nombreux, mais vous les connaissez. J'en prendrai 3, puisque ces 3 sont comme par hasard ceux que l'on retrouve pour apprécier qualitativement ce que sont les gatekeepers. Premièrement, ce sont tous des intermédiaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont que des intermédiaires. Ce sont tous des intermédiaires, donc ils sont tous présents sur au moins 2 phases du marché. Ils mettent en relation des offreurs, des demandeurs, que ce soit des places de marché, je ne sais pas, des sites de réservation hôtelière, d'annonces immobilières, ou bien ils mettent en relation des utilisateurs et des annonceurs, je pense à Google et Facebook. Et certains d'entre eux ont cette caractéristique d'être des intermédiaires essentiels, incontournables pour les utilisateurs,
et on va donc les nommer gatekeepers, et je vous renvoie à l'article 3 du DMA qui définit donc la notion de service de plateforme essentiel, je cite, qui constitue un point d'accès majeur aux entreprises utilisatrices. Donc, premièrement, ils ont tous ce point commun d'être des intermédiaires, même s'ils ne sont pas que cela. Secondement, ils se sont tous construits, et c'est assez logique, il n'y a pas d'incrimination à cela, en prenant appui sur un certain nombre de forces économiques que je qualifierais de forces économiques naturelles et qui sont les effets de réseau. Je ne vous refais pas un dessin, vous connaissez ça tous par cœur, effet de réseau direct, effet de réseau indirect, effet de réseau croisé, mais aussi, on l'oublie trop souvent, des économies d'échelle. Un algorithme, c'est un coût fixe avec un coût marginal qui est proche de zéro, ce qui veut dire que ces différents facteurs, économie d'échelle, économie de réseau, j'aurais pu ajouter économie de gamme, économie d'expérience, tout ça, ça conduit assez logiquement à des marchés concentrés par l'effet boule de neige. Et donc, on arrive assez logiquement sur ces marchés, sinon à des monopoles, à des oligopoles étroits, souvent d'ailleurs asymétriques, avec un leader et un suiveur. Et le corollaire de cela, c'est aussi, on arrive à des marchés avec une empreinte géographique qui peut être très large, potentiellement mondiale. Si vous regardez Facebook, à l'exception de la Chine qui a interdit Facebook, il n'y a pas de raison, compte tenu du coût marginal proche de zéro, des coûts fixes, des effets de réseau, que la taille d'un réseau social ne soit pas potentiellement la planète. Et donc, on retrouve ça finalement aussi dans le second critère de l'article 3, c'est bien la notion de poids important sur le marché intérieur. Puis la troisième caractéristique commune de ces plateformes, c'est bien sûr non seulement leur part de marché, mais la résilience de ces parts de marché au cours du temps, la persistance, qui est peut-être due à des mérites. En tout cas, on constate que cette part de marché est durable et constante dans le temps. On a tous présent à l'esprit ces graphiques de la Commission européenne sur la part de marché de Google sur le moteur de recherche. On a l'impression de voir une droite horizontale. Et ça s'explique à nouveau par des phénomènes économiques assez simples. Je prendrai le cas d'un réseau social. Il y a ce qu'on appelle en économie un excès d'inertie. À supposer même qu'on ait tous envie de quitter Facebook, on va attendre que nos petits amis fassent de même. Et comme on ne va pas se coordonner, parce qu'on a beaucoup d'amis, on va avoir naturellement un excès d'inertie, même si le nouveau réseau social est qualitativement supérieur. On n'a rien inventé. Ces phénomènes-là, ils existaient déjà il y a 50 ans avec les courses au standard. Vous avez un standard technologique. C'est très difficile de passer à un nouveau standard parce qu'il y a des effets d'inertie. Il y a aussi des économies d'expérience. On l'oublie trop souvent. Il me semble que c'est sans doute le facteur principal qui peut expliquer l'excès d'inertie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes depuis longtemps sur un marché, vous faites par exemple du commerce en ligne, de la vente en ligne, vous avez appris à connaître vos clients, l'historique de la data, on n'en parle pas assez, c'est fondamental. Et donc, c'est très compliqué pour un nouvel entrant de rentrer, tout simplement parce qu'il n'a pas l'histoire. Et s'il n'a pas l'histoire, il va moins bien cibler les clients et donc il aura un taux de rupture de stock plus élevé. Bref, ça se retrouve dans le troisième critère du DMA avec la notion, je cite, de position solide et durable. Ça, c'est, je dirais, les trois points communs qui sont, comme par hasard, ça n'est pas un hasard, repris dans le texte. Là où je voudrais introduire peut-être un petit bémol, ou en tout cas une petite nuance, mais ce n'est pas en contradiction avec le DMA, c'est ce que disait Yves tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment en tant qu'économiste que c'est un peu compliqué de parler d'un business model des plateformes et peut-être même d'un business model des gatekeepers. Il y a plein de différences. Et moi, j'en vois au moins trois, pour ne pas être trop long. D'abord, elles n'ont pas la même empreinte, la même surface en termes de diversification d'activités. D'ailleurs, vous le dites dans votre atelier 1, on voit bien qu'il y a des plateformes qui sont très spécialisées sur une seule activité, Spotify, Booking, Netflix. À l'autre opposé, on a des plateformes qui se forment de véritables écosystèmes, hardware, système d'exploitation, magasins d'applications propriétaires. J'ai nommé l'univers Google, l'univers Apple. Puis on a aussi des plateformes qui se diversifient sur des marchés connexes. Amazon, qui est à la fois une plateforme, mais qui est aussi une plateforme d'échange, mais qui est aussi un vendeur en ligne, qui de plus en plus se diversifie sur du offline. On l'oublie, Amazon rentre sur le commerce physique, elle va aussi sur de nouveaux marchés, la pharmacie. Donc tout ça, c'est quand même pas la même empreinte et c'est pas le même degré de diversification horizontale et même verticale. Secondement, elle n'évolue pas, à mon sens, sur les mêmes structures de marché, même si vous raisonnez en longue période. Une structure de marché, ça bouge. On a d'un côté des marchés qui sont très, très résilients, avec très peu d'acteurs. On a d'autres marchés, je pense à la réservation hôtelière avec Booking,
On a plutôt un duopole asymétrique, un Booking Expedia. On a sur le commerce en ligne finalement des parts de marché d'Amazon qui sont très, très différentes selon les pays. Assez dominant aux États-Unis, hein, si ma mémoire est bonne, on doit être autour de 48% de parts de marché. En France, on doit être autour de 18-20% de parts de marché. Donc, on n'a pas les mêmes structures de marché. Et puis surtout, en tant qu'économiste, moi, je ne vois pas tout à fait des mêmes degrés de contestabilité naturelle. Il me semble qu'il y a des marchés où le risque d'entrée est réel. Je prendrai l'exemple de la SVOD. C'est clair qu'il y a place pour de la différenciation des produits. Les produits Disney, ce n'est pas la même chose que les produits HBO parce que ce n'est pas le même catalogue et ce n'est pas la même chose que Netflix. Et donc, il est assez aisé, me semble-t-il, pour un client de se dire j'ai vu toutes les séries qui m'intéressaient sur Netflix, je change et je vais m'abonner à un autre opérateur. Il me semble que l'entrée sur la SVOD est quand même plus facile que sur d'autres marchés. Pourquoi? Parce qu'on a des produits assez différenciés. Prenez à l'inverse Uber. Uber, qu'est-ce qu'on veut? On va aller d'un point A à un point B, pas trop cher et rapidement. Franchement, la valeur ajoutée d'un nouvel opérateur, à part peut-être la performance de l'algorithme, elle est quand même assez limitée. Donc, en clair, on est sur un marché où, me semble-t-il, la possibilité de se différencier est quand même beaucoup plus limitée. Tout ça pour dire quoi? Et j'ai assez parlé. Je rejoins un peu Yves. J'ai quand même le sentiment qu'il ne faudrait pas aller vers cette idée que toutes les plateformes sont identiques, que c'est tous le même business model. Et il me semble que finalement, le DMA en tient compte un petit peu. Quand on regarde l'article 6, il est bien indiqué dans son intitulé « Obligation susceptible d'être précisée ». Moi, je comprends qu'il va y avoir un dialogue avec la Commission au cas par cas pour savoir, par exemple, sur le self-preferencing, est-ce qu'il faut le traiter de la même manière dans le cas A et dans le cas B. Donc, attention à ne pas avoir une approche trop englobante, trop généralisante. Moi, je crois qu'il faut à un moment donné aussi traiter chaque plateforme, chaque gatekeeper comme, je dirais, une plateforme en elle-même. Voilà, j'ai été déjà trop long et merci de votre attention. On passe le micro à Nicolas Bouzou sur cette même question des business models des plateformes numériques. Oui, alors je vais essayer de dire des choses complémentaires ou un tout petit peu différentes d'Emmanuel Combe, ce qui n'est pas simple, parce qu'il est mon maître en matière d'économie de la concurrence. Bon, je vais quand même essayer de trouver quelques caractéristiques économiques communes, malgré tout, à ces plateformes. Première chose, beaucoup d'entre elles sont ce qu'on appelle des marchés bifaces, c'est-à-dire que vous avez énormément d'utilisateurs et vous avez assez peu de payeurs. Alors évidemment, les réseaux sociaux, c'est typiquement l'exemple emblématique de marché biface. Vous pouvez avoir des centaines de millions, voire des milliards pour Facebook d'utilisateurs et ce ne sont bien évidemment pas ces gens qui payent. La principale source de revenus, c'est une régie publicitaire en fait, ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est pas facile à analyser économiquement et c'est pas facile à réguler. D'ailleurs, évidemment, il faut des régulations pour ces plateformes, mais c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de notre débat. Cette économie des plateformes qui se dessine, elle est quand même très différente de l'économie du XXe siècle. Enfin, la microéconomie des plateformes est très différente de la microéconomie du XXe siècle. Il y avait peu de marchés bifaces au XXe siècle. Il y en avait sans doute quelques-uns, on peut les trouver, mais enfin, ce n'était pas le business model central des grandes entreprises. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas plaquer les raisonnements économiques, notamment quand on a construit le droit de la concurrence dans les pays occidentaux il y a un siècle ou un peu plus d'un siècle maintenant. On ne peut pas reprendre les mêmes recettes, si vous voulez. Le fonctionnement microéconomique, les business models sont plus les mêmes. Donc, d'abord, pas mal de marchés bifaces. Alors, deuxième caractéristique de cette économie des plateformes, et ça me semble absolument central, Emmanuel en a un peu parlé, mais je trouve que finalement, même si ça semble évident quand on l'explique, c'est encore assez mal compris. Cette économie, c'est une économie de rendement croissant, d'économie d'échelle et de rendement croissant. Et là, on a une différence vraiment importante par rapport à l'économie du XXe siècle, si je caricature un petit peu. Au XXe siècle, au fond, plus une entreprise grandissait, moins elle était efficace. Parce qu'elle avait des coûts de structure, des coûts bureaucratiques, elle rendait un service moins bon aux consommateurs, elle augmentait ses prix, et donc ce n'était pas bon du point de vue de l'équilibre de la situation générale, du bien-être général, si vous voulez. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. Alors là encore, je reprends l'exemple absolument emblématique des réseaux sociaux, mais un réseau social, c'est un réseau. Et un réseau, ça génère des effets de réseau, ce que disait Emmanuel Combe tout à l'heure. Et la logique de l'effet de réseau, c'est que plus il y a de gens dans le réseau,
plus l'utilité individuelle apportée par la plateforme aux gens est importante. Vous voyez, Facebook ou Instagram ou Twitter, ce n'est pas très intéressant quand il y a 10 personnes dessus. En revanche, quand il y a 500 millions ou 1 milliard de personnes, ça devient beaucoup plus intéressant. L'utilité individuelle apportée par le réseau, elle est beaucoup plus forte. Et en plus, comme l'a dit Emmanuel, et ça aussi c'est très important parce que c'est mal compris, vous avez pour ces plateformes des coûts fixes qui sont très, très, très importants. Ce n'est pas parce qu'on est dans une économie de service qu'il n'y a pas de coûts fixes. Il y a un peu cette idée, j'entends parfois, selon laquelle, au fond, c'est dans l'industrie qu'il y a des coûts fixes parce qu'il faut des machines, des usines, etc. Mais c'est faux. Le numérique, l'intelligence artificielle, les algorithmes, comme le disait Emmanuel, ce sont des coûts fixes qui sont absolument colossaux et qui s'amortissent avec le temps. Et ça veut dire deux choses qui sont assez perturbantes, au fond, quand on est un peu habitué à l'analyse de la concurrence du type 20e siècle. Ça veut dire qu'on peut avoir des entreprises qui grandissent, mais qui apportent quand même un service toujours toujours meilleur aux consommateurs. Donc, c'est vrai d'un réseau social, mais c'est vrai aussi d'une place de marché. Typiquement, la place de marché d'Amazon, plus il y a de gens dessus, mieux c'est pour le consommateur. Mais c'est vrai aussi, Emmanuel parlait de la VOD. Les entreprises de streaming, elles sont aussi d'autant plus efficaces, elles apportent d'autant plus d'utilité qu'elles sont grosses, parce qu'elles ont des catalogues plus larges, mais parce que la qualité et l'accumulation de données et la capacité à traiter ces données leur permet, puisqu'elles font de l'intégration verticale, j'y reviendrai dans quelques instants, leur permet aussi de proposer des séries typiquement ou des films qui correspondent toujours plus à ce que les gens ont envie de voir. Et donc, vous pouvez avoir des très, très grosses entreprises qui apportent une qualité de service toujours plus importante et des prix qui sont toujours modérés. Si vous regardez Amazon, le grand débat aux États-Unis aujourd'hui, bien qu'Amazon se voit en situation d'oligopole, c'est pas du tout est-ce que Amazon augmente ses prix, est-ce que on va vers une situation oligopolistique qui génère des prix qui sont en train de décoller du coût marginal ou du coût moyen, ce qui était l'analyse classique de la concurrence. C'est pas ça. Le sujet, ce dont se plaignent les concurrents d'Amazon, c'est plutôt le caractère déflationniste en fait de ce type d'acteurs que leur caractère inflationniste. Troisième caractéristique, et ça aussi finalement c'est, je trouve, assez mal compris, ce sont les entreprises qui pratiquent beaucoup l'intégration verticale. Alors là aussi, on est dans un changement de repère par rapport au XXe siècle qui est radical, puisqu'on a tous appris à l'école qu'une bonne entreprise, c'était une entreprise qui se spécialisait sur tel ou tel segment de la chaîne de valeur et qui externalisait tout le reste. Bon, ben en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pile l'inverse. C'est exactement l'inverse. Au fond, je reviens sur les sites de streaming, parce que c'est un exemple qui nous parle tous. Une entreprise comme Netflix, ben, elle a commencé en étant distributeur, mais assez rapidement, elle s'est rendue compte que les connaissances qu'elle avait acquises en étant un distributeur, elle pouvait les utiliser à son profit et au profit des consommateurs en étant producteur. Et donc, vous avez toute cette intégration de la chaîne de valeur. Amazon est une très grande entreprise de logistique. Amazon aux États-Unis a une compagnie aérienne. Je ne sais plus combien elle fait voler d'avions. Emmanuel, tu dois savoir ça, mais elle fait voler 30-35 avions, quelque chose comme ça. Donc, même un peu plus, ouais, je sais pas. Enfin, plus. Ouais, voilà. Donc, c'est pas encore Ryanair, mais enfin, c'est quand même une flotte qui est conséquente. Donc, vous avez ces phénomènes d'intégration verticale qui peuvent, là encore, inquiéter un peu quand on est dans une vision traditionnelle de la concurrence, mais en fait, qui apportent aussi de l'utilité et de la valeur. Et puis, dernière chose, et je m'arrête, et ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on peut avoir une discussion. Mon sentiment, c'est que, alors même qu'on a des marchés bifaces, alors même qu'on a des rendements, des effets de réseau, des rendements croissants, alors même qu'on a de l'intégration verticale, mon sentiment, c'est que la concurrence reste forte. Et je trouve que c'est l'un des points peut-être les plus inattendus de cette nouvelle économie qui est en train de se dessiner. Emmanuel l'a encore parlé de la VOD. Dans le domaine de la VOD, moi, je suis vraiment frappé de voir le niveau de concurrence, qui se traduit d'ailleurs, je disais tout à l'heure, par une bataille sur la qualité et par une bataille sur les prix. Alors même qu'on a de très grosses entreprises, des entreprises qui ont une taille gigantesque et qui ne sont pas très nombreuses. Il y en a,
mais enfin, le marché, il est dominé par quoi? 4-5 entreprises. La concurrence reste extrêmement forte. Mais ce que je dis est même vrai pour les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant et tout à fait passionnant. C'est-à-dire que, alors même que vous avez des effets de réseau complètement purs, hein, les réseaux sociaux, ce sont des réseaux, eh bien, vous voyez des réseaux, il y a des glissements de parts de marché. Alors même que les effets d'inertie dont parlait Emmanuel Combe sont très forts, vous avez quand même des glissements de parts de marché qui sont relativement importants, notamment pour les réseaux qui sont les plus utilisés par les jeunes. Vous pouvez avoir des montées très, très fortes de parts de marché et des chutes très fortes de parts de marché. Donc, vous avez quand même cette concurrence qui arrive à compenser les effets d'inertie. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense que c'est important hein, qu'on cadre nos débats quand même par voilà, cette vision, cette compréhension du fonctionnement des mécanismes microéconomiques de ces fameuses plateformes. Et justement, à la vue de cette diversité dans les business models des plateformes, à tel point qu'il serait compliqué de parler d'un véritable modèle unique, la deuxième question qu'on vous pose et qui se pose, c'est l'adaptation du DMA à la réalité du digital, avec toutes ces notions un peu compliquées à intégrer en droit de la concurrence, que ce soit les gatekeepers, les effets de réseau, le self-preferencing. Et sur cette question de l'adaptation du DMA à la réalité du digital, on aimerait bien commencer avec Christiane Ferral-Schul pour avoir le point de vue de l'avocate. Et ensuite, on laissera le micro à Anne-Yvrande Billon, puis à Emmanuel Combe. Merci pour votre invitation. Alors, votre question, elle est très directe. Le DMA est-il adapté à la réalité du digital? J'ai envie de vous dire non, forcément, parce que le numérique ne cesse d'évoluer, parce que l'économie numérique ne cesse de bouger, que le temps de gestation des textes pour essayer de s'adapter est forcément long et que on l'a vu dans le passé, hein, quand vous regardez la loi pour la confiance dans l'économie numérique, on avait bien identifié la responsabilité du fournisseur d'accès, du fournisseur d'hébergement, l'éditeur, mais tout de suite après sont arrivées justement ces plateformes. Et on voit bien que dans les textes américains, on essaie de remettre dans certaines catégories ces fameux gatekeepers. Alors, pour répondre à votre question, il faut revenir à l'objectif du DMA. Donc, on le sait, c'est mettre en place des obligations harmonisées au niveau européen, de manière à ce qu'elles s'imposent à ces acteurs qui sont supranationaux. Enfin, on sait qu'on s'adresse vraiment à ces contrôleurs d'accès dans leur relation avec les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Donc, ça s'adresse à cette relation, même si on vise les entreprises beaucoup, les consommateurs. Il s'agit de surveiller, contrôler ces acteurs et les démanteler lorsque eh bien, ils sortent des clous et les sanctionner lourdement, puisque vous voyez que les sanctions aujourd'hui peuvent atteindre des sommes colossales, 10% des revenus, du chiffre d'affaires annuel du prestataire concerné. Alors, les gatekeepers, ça a déjà été dit, c'est cette notion de core platform service, donc de service essentiel, et la liste des critères renvoie aux géants du numérique. Le texte est très clair, vous avez 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe, vous devez avoir plus de 10 000 utilisateurs commerciaux annuels établis en Europe, et donc jouir d'une position bien établie, durable, qui pourra se poursuivre dans un avenir proche. Donc, on le voit bien, position économique forte, avec une incidence significative sur le marché intérieur. Vous avez cette position d'intermédiation qui a déjà été soulignée, qui est très forte. Et puis, vous avez une notion qui ouvre la porte à une incertitude. C'est cette notion de position solide et durable sur le marché ou stable. Et si indiscutablement les GAFAM sont visés, Facebook, Google, tous les noms qui ont pu être cités, eh bien, il y a aussi des critères qualitatifs. Et les critères qualitatifs ouvrent une zone d'incertitude, puisque ces critères vont permettre à la Commission de qualifier un fournisseur de services essentiels de gatekeeper, même s'il ne jouit pas encore de ce que la Commission appelle une position solide et durable. Donc, elle est seule à apprécier ces critères et elle pourra considérer que tel acteur aura, dans un proche avenir, une position de gatekeeper.
Ce qui n'est pas très rassurant pour les opérateurs, parce que la question est de savoir à partir de quel moment une position peut devenir solide et durable. Et les business models, ça a déjà été dit, mais je le redis, peuvent être différents. Vous avez l'exemple d'un réseau social qui peut atteindre évidemment le seuil de quantité d'utilisateurs qui constitue le critère. Et dans le même temps, il peut être contournable. Donc, il ne va pas remplir cette notion de service essentiel. Et une plateforme, sur la base de critères discrétionnaires, pourrait être démantelée alors qu'elle offre un service innovant. Il y a donc un risque ici et une zone d'ombre, un trou dans la raquette. Et puis ensuite, la question est comment identifier les acteurs qui créent des conditions inéquitables au sein des écosystèmes dans lesquels ils opèrent. Les effets de réseau, ça a été dit, peuvent être très importants. C'est quoi les effets de réseau? C'est cette capacité à relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux et de nature à créer un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et de ces utilisateurs finaux, de créer des effets de verrouillage, par exemple. Donc, comment on va contrôler les interdictions, certaines interdictions qui visent à garantir la neutralité des terminaux et le principe de non-discrimination. Vous évoquez l'encadrement de l'autopréférence, le self-preferencing. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire bénéficier les services et produits que le gatekeeper propose d'un traitement plus favorable en termes de classement que les services et produits similaires qui sont proposés par d'autres, par des tiers sur leur plateforme. Il s'agit aussi d'empêcher les utilisateurs de désinstaller des logiciels ou des applications préinstallées, sauf les logiciels essentiels au fonctionnement du système d'exploitation. Alors, la question est pourquoi on interdit l'effet de réseau? Pourquoi est-ce qu'on va interdire cet effet de plus de clics susceptibles de générer plus de trafic, donc plus de revenus? On sait que ces pratiques existent dans les supermarchés. Un supermarché a la possibilité de mettre en avant ses propres produits, ses propres biens. Il va pouvoir les mettre au premier rang. Donc, le consommateur va être tenté de les prendre en premier. Alors, est-ce que ce qui est permis hors ligne ne devrait pas également l'être en ligne? D'ailleurs, Thierry Breton a résumé l'esprit de ce texte en disant que tout ce qui est autorisé dans l'espace public doit pouvoir l'être sur le net. Et il précise aussi que tout ce qui est interdit dans la vie de tous les jours doit être également interdit sur le net. Donc, si on raisonne par analogie, bien, sur ce point-là, en tous les cas, la question est, à partir du moment où c'est l'intérêt économique du consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Le meilleur service, la meilleure réponse, le plus rapidement possible. Et que propose le texte? Eh bien, l'accès à un site à des conditions qui sont contraignantes. Donc, sur la réalité du digital, elle est en plein mouvement, mais est-ce que cette réalité du digital doit conduire à des règles différentes de la réalité tout court du monde non virtuel? Et un certain nombre d'interrogations méritent d'être posées. Et on passe la parole à Anne-Yvrande Billon. Est-ce que vous partagez cette idée des trous dans la raquette? Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Je suis ravie de faire partie de ce panel et c'est une occasion de revoir Emmanuel en visioconférence. Je partage cette vue et j'aurai une réponse sous un angle un petit peu différent, plutôt l'angle des outils, parce qu'il s'agit bien d'une boîte à outils, ce règlement. Et en tant que régulateur, qu'on soit un régulateur concurrence, régulateur sectoriel, la question des outils, c'est une question qui est évidemment extrêmement importante et qu'on regarde avec attention. Et donc, sur la question de l'adaptation ou de l'efficacité finalement du DMA pour traiter les problèmes que posent les gatekeepers, il nous semble, et c'est la position de l'ARCEP, mais aussi du groupe des régulateurs des télécoms, le BEREC, il faut évidemment saluer cette proposition de règlement qui est une innovation en elle-même, hein, puisqu'il s'agit pour la première fois de proposer des outils, une boîte à outils pour permettre une intervention
préventive. On a tendance à opposer ex ante, ex post, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne terminologie, mais en tout cas là c'est préventif, c'est-à-dire essayer d'intervenir avant l'apparition de problèmes de concurrence. Donc, évidemment, il faut une capacité quand même d'anticipation et d'analyse très fine, mais c'est en ce sens cette boîte à outils qui en plus sont pratiques. On a parlé des seuils avec des seuils assez simples à mesurer, même si on peut un petit peu discuter, mais par rapport à ce qui est nécessaire pour délimiter des marchés pertinents, délimiter et définir des positions de marché en droit de la concurrence, c'est les outils qu'on a jusqu'à présent. C'est une boîte à outils pratique. L'idée, c'est réduire la durée des procédures et être opérationnel et rapidement en amont, avant qu'il y ait un verrouillage irréversible des positions par les acteurs. Donc, ça, c'est une vraie innovation qu'il faut saluer. C'est aussi une innovation et une avancée notable parce qu'on cible la boîte à outils, le règlement sur un petit nombre d'acteurs qui sont devenus incontournables dans la vie quotidienne des entreprises et des citoyens. Ça a été rappelé au tout début en introduction. Effectivement, si chacun de nous fait la liste des services auxquels il fait appel, on peut voir un certain nombre d'effets d'habitude et d'effets de réseau assez facilement. On peut faire cette expérimentation naturelle soi-même. Ce ciblage sur une petite poignée d'acteurs, qu'on appelle une régulation asymétrique, en fait, permet justement de cibler l'action plutôt que de vouloir réguler tout Internet. Là, je dirais qu'il y a un petit peu un principe de réalisme. Il faut quand même se rendre compte, tout le monde s'en rend compte, mais quand concrètement on cherche à agir, on est confronté à ce principe de réalisme. Il faut éviter la dilution des obligations et des ressources. Et par ailleurs, on se rend compte quand même qu'appliquer les mêmes contraintes, en tout cas dans un premier temps, mais appliquer les mêmes contraintes à tous les acteurs, ça serait aussi une charge disproportionnée pour un certain nombre d'acteurs, des petits acteurs, et donc ça irait à l'encontre de l'objectif initial qui est de permettre la contestabilité de ces marchés. Donc éviter la surrégulation, et puis enfin, il y a un objectif de rééquilibrage de la situation de marché. Comme il y a des situations déséquilibrées au départ, on vise ceux qui impliquent ce déséquilibre. Donc ça, c'est la partie vraiment avancée notable que je voulais souligner en termes d'outils. Par contre, la question de l'adaptation et de la flexibilité, la capacité de ces outils à s'adapter à la réalité du secteur du numérique, elle amène à un certain nombre de propositions d'amélioration. En tout cas, elle appelle à se dire que ce règlement pourrait être renforcé pour s'assurer justement d'une mise en œuvre concrète, plus efficace, et d'une meilleure adaptabilité à la variabilité des situations. On a parlé beaucoup des business models différents. Il y a effectivement des business models et types de services très différents, des ampleurs d'effets de réseau, d'effets de levier qui sont très différents. Et pour ça, des moyens pourraient être proposés et on pourrait envisager d'introduire des possibilités d'individualiser les remèdes, c'est-à-dire d'adapter plus fortement l'intervention au modèle d'affaires. Là, on a une approche one size fit all avec des obligations qui s'imposent. Or, il y a un certain nombre d'obligations, on pense à l'interopérabilité par exemple, à la portabilité, qui ont une dimension technique très très forte. Quand on a donné le principe de l'obligation, c'est très bien, on voit le problème un peu théorique. Ensuite, concrètement, il y a des enjeux très pratiques. Et quand on connaît la capacité d'adaptation justement et l'évolution très rapide de ces marchés et de leurs acteurs, c'est vraiment important de mettre les mains dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi, et d'être capable qu'on appelle individualiser les remèdes. Et c'est aussi toujours dans l'optique d'éviter une surrégulation, vraiment affiner, avoir une approche un peu chirurgicale. Et l'autre point qui semble un petit peu limitant, c'est les outils permettant de réceptionner de l'information des marchés, de tous les acteurs du marché. Là, ce qui est prévu actuellement, c'est juste un dialogue avec les gatekeepers. Un régulateur, il ne dialogue pas qu'avec l'opérateur historique. Arcep, il ne dialogue pas qu'avec Orange. Et donc là, avoir un dispositif qui permettrait aux utilisateurs finaux, qu'ils soient professionnels ou individuels, comme aux concurrents, d'être interrogés et de faire part
des éventuels problèmes qu'ils rencontrent, mais aussi de leur appréciation des obligations, des remèdes qui sont mis en place et de l'efficacité de ces remèdes. Ça nous semble être quelque chose qui manque dans le DMA et qui pourrait être ajouté. De même, il y a un besoin de réduire les asymétries d'information très, très fortes et qui sont d'autant plus fortes que les marchés évoluent très, très vite. Et ça, c'est des outils classiques de monitoring, de collecte d'informations, avoir recours à de la régulation par la donnée pour suivre l'évolution des marchés, contrôler le suivi et l'efficacité des obligations mises en œuvre, et puis remonter des alertes de la part des parties prenantes, des utilisateurs ou des concurrents de certains services, directement depuis le marché. Donc, une réponse de Normand, il est adapté en ce sens qu'il est asymétrique et ex-ante, mais dans l'application concrète et dans la mise en œuvre, on peut améliorer son efficacité pour qu'il y ait une portée réelle de ce règlement. Et assez brièvement, on passe la parole à Emmanuel Combe sur ce sujet pour voir si toutes les AI font des réponses de Normand. Non, on ne s'est pas concerté avec Anne, mais force est de constater qu'il y a un parallélisme de comportement. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Anne mieux que moi. Et j'aime beaucoup son idée d'un dialogue qui ne devrait pas être, à mon avis, un dialogue qu'avec le gatekeeper, mais avec toutes les parties prenantes, et notamment les utilisateurs. Alors, vraiment deux mots qui vont être un peu décousus parce que je ne veux pas redire ce qui a été très, très bien dit juste avant moi sur l'efficacité des instruments. Je constate juste que ces instruments, ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent de la pratique des autorités de concurrence, en réalité. Tout simplement parce que les obligations et les pratiques, je pense le self-preferencing, alors ça n'a pas été encore tranché par le tribunal dans le cas de Google Shopping, mais ces pratiques, ce sont bien des pratiques qui ont été constatées par les autorités de concurrence et que le DMA vient finalement gravé dans le marbre. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur l'ambition du DMA. Moi, je le comprends et je rejoins ce que disait Anne, ce n'est pas du droit de la concurrence, c'est de la régulation. Et la régulation, c'est un métier différent du droit de la concurrence, c'est de la régulation asymétrique et ça répond, à mon avis, à un sujet dont on n'a peut-être pas assez parlé encore, c'est la notion de contestabilité. Une autorité de concurrence, son métier, ce n'est pas de s'assurer que l'entrée est libre sur le marché, ce n'est pas du tout ça son métier. Alors, indirectement, quand on condamne un abus qui empêche une jeune pousse de s'implanter, bien entendu, on favorise la contestabilité. Mais ce n'est pas la même chose de dire je détecte une pratique qui, par ses effets, va nuire à la contestabilité et dire je veux que le marché soit contestable. Donc la contestabilité, c'est un objectif qui est légitime, mais ce n'est pas du droit de la concurrence. Moi, c'est comme ça que je comprends l'objectif du DMA. C'est vraiment l'idée de dire on a un certain nombre de pratiques qui, de facto, limitent l'entrée de quoi? De nouveaux opérateurs. Alors, pas pour faire du Google bis, c'est ce que disait Yves tout à l'heure. L'enjeu, ce n'est pas de faire du Google bis ou du Amazon bis. C'est que sur des marchés connexes ou des marchés complémentaires, on puisse avoir des nouveaux géants qui ne soient pas forcément toujours les mêmes. Donc attention, cet objectif de contestabilité, à mon avis, il n'est pas antinomique avec le droit de la concurrence. Moi, je suis assez rassuré, j'ai l'impression que le DMA, s'il est bien centré sur quelques obligations listées, sur des gatekeepers bien identifiés. Et là, j'entends le point de Christine Ferralchoul. C'est vrai que moi, ça me fait aussi un petit peu peur, à titre perso, cette idée qu'on n'est pas encore gatekeeper, mais quand même, comme on pourrait peut-être le devenir demain, on va quand même vous mettre sur la liste. Ça, c'est peut-être un petit peu problématique, mais une fois qu'on a une régulation, elle doit être très ciblée dans son périmètre. Une fois que les obligations sont bien claires, que les gatekeepers sont bien identifiés, qu'il y a vraiment un processus de discussion avec la Commission, notamment sur l'article 6, pour que ça soit vraiment au cas par cas, je ne crois pas que le DMA va tuer le droit de la concurrence. Pour moi, le DMA va coexister avec le droit de la concurrence. En fait, le DMA, il vient faire quoi? Il vient graver dans le marbre des pratiques qui ont été constatées dans le passé par des autorités de concurrence et qui ont été considérées comme suffisamment dommageables. Et secondement, il vient en réalité utiliser des remèdes, mais qui n'ont, rien d'originaux. Les remèdes comportementaux, les remèdes structurels, c'est vrai qu'on en fait moins. Les sanctions, tout ça, on a l'habitude. Vous me voyez venir, tout ça pour vous dire quoi? Il me semble que les autorités de concurrence pourraient être, à mon avis, tout à fait utiles pour venir en soutien dans la mise en œuvre du DMA, parce qu'il va y avoir quand même un vrai sujet. Une chose est de dire self-preferencing, une autre est d'aller vérifier ce que ça signifie in concreto dans l'algorithme. Bon courage. Il faut quand même une expertise technique très, très, très poussée. Et il me semble que les autorités de concurrence, je pense à l'autorité française, pour ne pas la nommer, l'autorité allemande, nous avons eu beaucoup de cas, nous avons maintenant un service de l'économie numérique,
les régulateurs sectoriels également, ils ont ces compétences-là. Donc, je dirais le diable est un peu dans les détails. Une fois qu'on a imposé des obligations, il faut ensuite les vérifier. Et pour les vérifier, il va y avoir un travail tout à fait considérable. Voilà, c'était des remarques un petit peu décousues, mais je ne voulais pas rebondir sur ce qu'avait dit Anne et dont je partage l'essentiel. Merci d'avoir répondu de cette manière. Vous parlez donc d'une coexistence entre le DMA et le droit de la concurrence. Et justement, en fait, la question que se posent les entreprises concernées aujourd'hui, donc qui est intéressante à se poser là lors de ce colloque, c'est celle de l'articulation entre ces outils, entre cette boîte à outils, entre ce DMA, c'est de la régulation, comme vous le disiez, avec des outils de règles ex ante, et justement le droit de la concurrence, plutôt ex post. Comment est-ce que ces règles elles peuvent s'articuler? Et est-ce que finalement, ce n'est pas source d'une insécurité juridique durable pour les entreprises? C'est à moi de répondre. Ouais, je vous invite en votre qualité d'avocat et ensuite Anne-Yvrande Bilon et Emmanuel Combe en qualité d'interlocuteur quotidien des entreprises via les autorités. Je vous remercie. D'accord. Juste avant de répondre à votre question, je voulais dire à M. Combe que j'aime bien l'idée de construire la régulation avec les acteurs concernés. On a beaucoup à une époque travaillé sur l'idée de la co-régulation et nécessairement il y a des trous dans la raquette. Forcément, c'est extrêmement difficile d'anticiper tout ce qui peut se produire. Mais dans une démarche de co-construction, il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes qui se mettent en place. Alors, pour l'articulation entre le DMA et le droit de la concurrence, en France, les comportements anticoncurrentiels des plateformes peuvent déjà, pour une partie d'entre eux, être contrôlés et sanctionnés. C'est le droit commun de la concurrence. Vous avez le droit des pratiques anticoncurrentielles, les ententes, abus de position dominante, droit des concentrations. Tout cela existe et est très bien encadré. C'est d'ailleurs sur le fondement de l'abus de position dominante que Google a été condamné à plusieurs reprises et même très lourdement. Vous avez des amendes qui se chiffrent en millions d'euros pour abus de position dominante. Voilà. Alors, ce cadre national, néanmoins, s'est avéré insuffisant pour encadrer certaines plateformes. Encore une fois, la particularité de ces plateformes, c'est ce caractère essentiel et c'est ce côté supranational. Donc, le cadre peut s'avérer insuffisant pour encadrer certaines plateformes qui contrôlent véritablement l'accès aux utilisateurs et fixe des règles de transmission de l'information entre eux. Donc, et on a d'ailleurs un rapport très intéressant sur les plateformes numériques qui date de 2020, de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui a souligné les faiblesses du cadre du droit de la concurrence, parce que ces règles actuelles aboutissent souvent à une régulation ex post, c'est-à-dire une fois les agissements subis et une fois le dommage produit. Et les sanctions prononcées sont trop peu dissuasives, c'est le constat qui a été fait, et ne sont donc pas efficaces face au poids financier et politique des plateformes concernées. La procédure contentieuse en droit de la concurrence est trop longue. Par exemple, il a fallu 8 ans pour condamner Google pour son comparateur de prix. Et donc, compte tenu de toutes ces limites, il apparaît bienvenu d'avoir une réglementation européenne sur ce point. Et cela est d'autant plus important que le règlement a vocation à être d'application directe en permettant l'harmonisation des règles encadrant les gatekeepers. Donc, je ne reviens pas sur toutes les obligations communes, bien sûr, qui sont fixées, mais lorsqu'on voit des obligations communes, comme par exemple ne pas exiger des utilisateurs professionnels qu'ils utilisent, offrent, interagissent avec un service d'identification du gatekeeper, ou ne pas exiger des utilisateurs professionnels ou final qu'ils s'inscrivent à un autre des services du gatekeeper comme condition d'accès au service principal. Bon, on a quand même des obligations qui entendent répondre à une préoccupation. Et puis, vous avez aussi des obligations spécifiques
des obligations de transparence renforcées. Vous avez l'obligation, par exemple, de s'abstenir de traiter plus favorablement dans les services de classement du gatekeeper ces produits ou services. Donc, on voit bien une volonté du législateur européen de cibler très précisément. Et ce qu'on note, c'est que la proposition de règlement est sans préjudice de l'application des règles nationales en matière de pratiques anticoncurrentielles. Donc, ça veut dire quoi? Je l'ai dit, le règlement sera d'application directe, donc pas besoin de loi de transposition. Le principe de primauté du droit de l'Union européenne va s'appliquer. En cas de litige, le juge national a l'obligation de laisser inappliquer toute norme de droit national qui serait contraire au droit de l'Union, et il est interdit aux États membres d'imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d'accès. Donc, il y a une articulation qui est anticipée, donc ça ne va pas se chevaucher. Je pense que donc on a un dispositif qui apporte des éléments de réponse. Et puis, il y a cette volonté d'essayer de mieux cibler et de compléter le dispositif. Donc, oui, une réglementation qui a vocation à fonctionner comme on l'a fait pour le RGPD, qui est quand même un bel exemple d'un texte européen qui a su, par l'énoncé de principe, s'imposer au plan européen et même être un modèle de référence dans le monde. Donc, une articulation qui, à mon avis, encore une fois, il y a forcément des trous dans la raquette, mais qui permet d'avancer et d'essayer d'atteindre un objectif qui est véritablement de préserver un équilibre dans l'économie, parce que c'est quand même ça l'objectif final. Voilà ce que je pouvais dire. C'est très intéressant. Annie Vrand-Bilot, est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que vous pensez que la sécurité juridique est quand même protégée dans le cadre de l'arrivée de cette nouvelle réglementation? Alors, je ne vais pas me permettre de donner un avis juridique alors que je ne suis qu'économiste. Ce serait assez prétentieux et je pense que ça n'apporterait pas grand-chose au débat, de fait. Non, ce que je voudrais souligner, mais ça peut être une lapalissade, hein, c'est que si le DMA est efficace, normalement, il ne devrait pas y avoir de superposition et de risque de non bis in idem, puisque c'est une régulation préventive, là où le droit de la concurrence devrait être appliqué, corrigé, ex post, sanctionné des pratiques avérées. L'idée du DMA, comme je le disais, c'est bel et bien d'intervenir avant que des pratiques aient pu émerger et verrouiller un marché, éliminer des concurrents. Donc, on a une intervention qui vise à éviter d'intervenir trop tard avec le DMA. Je ne dis pas que le droit de la concurrence intervient trop tard, mais vu la réactivité de ces marchés et le dynamisme de ces marchés, parfois, la durée des procédures, parce que le standard de preuve est élevé, parfois, dans ces marchés-là, on a une intervention qui risque d'être post-mortem pour les concurrents. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'overlap, pardonnez-moi le mot français. Il y a juste les cas d'entente, et puis il y a quelque chose dont parlent beaucoup les juristes et les experts en économie et droit de la concurrence, c'est le traitement des acquisitions prédatrices. Là, dans le droit des concentrations, on est bien dans une approche préventive dans le droit de la concurrence, et la partie préventive dans le droit de la concurrence. Et là, il y a eu pas mal de débats sur la manière de traiter justement les acquisitions prédatrices. Il me semble que le DMA donne très peu de pouvoir à la commission pour justement les contrôler. Il y a juste à ce stade une obligation pour les entreprises acquisitrices qui souhaitent fusionner de signaler le projet, mais guère plus. Donc c'est le type de débat. Donc, pour répondre à la question, si ça marche bien, il n'y a pas normalement d'overlap. Si en revanche le DMA n'est pas efficace, alors oui, il y aura une intervention du droit de la concurrence plus nécessaire. Donc, ce sera un constat un petit peu d'échec du DMA s'il y avait beaucoup de cas traités par les deux cadres.
Je vous remercie. Emmanuel Combe. Et très vite, pour ne pas prolonger trop le débat sur ce point, je nuancerai un tout petit peu le propos de Anne, parce que overlap, ça peut signifier que le DMA va prendre la place du droit de la concurrence. Et moi, je reviens sur mon point de départ. Le DMA ne sera efficace que s'il vise en effet des pratiques qui sont déjà connues, qui sont bien sériées. Donc, les autorités de concurrence n'auront pas seulement à traiter d'entente et de fusion, elles auront aussi à traiter d'abus de position dominante nouveaux. Tous les abus qui ne sont pas qualifiés d'abus, mais qui ne relèvent pas de la régulation du DMA. Donc, pour moi, dire qu'il n'y a pas d'overlap, ça ne veut pas dire pour autant que le droit de la concurrence va en quelque sorte s'effacer. Le droit de la concurrence va continuer à exister parallèlement. Simplement, il ne traitera plus d'un certain nombre de comportements qui ont été jugés dommageables au motif qu'ils sont traités par le DMA. Il faut bien voir que l'inspiration du DMA, c'est quand même l'accumulation de tous ces cas des différentes autorités de la Commission qui ont été considérées comme des pratiques dommageables. Donc, le but du DMA, dit autrement, ce n'est pas d'appréhender de manière exhaustive toutes les pratiques potentiellement dommageables. Ça serait même un excès de pouvoir. Le rôle du DMA, c'est d'avoir une liste. Il va rester sur cette liste et tout ce qui n'est pas dans la liste pourra potentiellement relever du droit de la concurrence. Un tout petit point second point concernant la supposée lenteur des autorités de concurrence. En tout cas, en France, vous savez, nous, on a la chance d'avoir une procédure d'urgence qui s'appelle les mesures conservatoires. Et force est de constater que le temps des affaires et le temps juridique, ça peut pas trop mal coller quand on a cet instrument-là. Force est de constater qu'au niveau de la commission, elle a cet instrument théoriquement, mais vous le savez, il est beaucoup plus difficile à mobiliser. Donc là aussi, attention à l'image d'Épinal. Par nature, le droit de la concurrence serait un droit lent. Non, si vous avez des mesures conservatoires, vous pouvez avoir aussi une certaine forme de, entre guillemets, rapidité. Merci beaucoup. Thomas, il y avait une dernière question qu'on avait prévue. Alors oui, c'est un peu deux questions en une, puisqu'on est un peu pressé par le temps. La première concernait les accusations de protectionnisme digital qui sont faites. Et c'est un reproche qui vient d'outre-Atlantique de façon assez persistante et qui est plutôt corroboré par les déclarations pour le moins anti-américaines d'Andreas Schwab, le rapporteur du texte devant le Parlement européen. Donc ça, c'était la première sous-partie de cette question-là sur laquelle on pensait qu'il serait bien d'entendre Nicolas Bouzou, éventuellement un peu Emmanuel Combe, sur cet esprit anti-américain. Et ensuite, à titre de conclusion, et sur ce sujet, on sera content de vous entendre de tous. En économie, on nous enseigne généralement qu'en matière de politique économique, quand on a des objectifs, il faut un instrument pour un objectif, c'est la règle de Tim Bergman. Et en l'occurrence, le DMA, on lui demande déjà de réguler les grandes plateformes, mais on lui demande aussi de faire émerger des champions numériques européens. Est-ce que ça n'est pas une chose de trop? Et est-ce qu'on se trompe à penser que le DMA pourrait aider à faire émerger les GAFA européens? Donc éventuellement, pour démarrer, Nicolas Bouzou sur l'anti-américanisme du DMA. Non, mais si vous le permettez, je vais répondre aux deux questions en même temps, parce que je pense que c'est vraiment très lié. Alors, je pense que les accusations de protectionnisme de la part de nos amis américains ne sont pas fondées. L'Europe elle est moins protectionniste, d'ailleurs, en règle générale, que les États-Unis ou a fortiori la Chine. Donc, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est que l'Europe a des obsessions, en fait, et elle focalise un grand nombre de ses ressources sur ses obsessions. Alors, elle a par exemple comme obsession, ça c'est pas le DMA, c'est plutôt le DSA, mais elle a comme obsession, par exemple, la régulation des contenus d'un certain nombre de plateformes, de réseaux sociaux, et d'ailleurs, à mon avis, elle a 1000 fois raison. Alors, autant je pense qu'il y a des discussions sur le DMA, il y a des points à améliorer, etc., mais sur le DSA, je pense que vraiment, il faut y aller. Enfin, voilà, tout un tas de choses qui sont à réguler extrêmement brutalement, parce que ce qui se passe n'est pas acceptable, et ça, c'est très bien. Donc ça, c'est vrai que c'est une obsession européenne, et c'est très bien qu'on ait ça. Il y a une autre obsession européenne qui, à mon avis, est plus contestable, ou en tout cas, je pense que soit on en fait trop, soit on n'arrive pas à réguler ça, mais c'est tout ce qui concerne le traitement des données, l'utilisation des données. Donc, c'est ça qui avait donné lieu notamment au RGPD. Et là, je trouve que voilà, parfois, vraiment, on surrégule. Voilà, chacun sait bien que dès qu'on est sur un smartphone, on doit maintenant, toutes les 2 secondes, dire « oui, j'ai compris, oui, j'ai compris, oui, j'ai compris ». Voilà, c'est typiquement le genre de surrégulation qui ne sert à rien, à mon avis. Voilà, juste à diminuer un peu de surplus du consommateur, quoi, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, on a une troisième obsession
alors là, qui est très européenne, et ça, c'est vraiment le DMA, c'est-à-dire c'est la construction de marchés. Voilà, comment est-ce qu'on fait fonctionner correctement des marchés? Ça s'explique historiquement. Hein. La grande réussite de l'Union européenne, c'est la construction du marché unique. Voilà, c'est vraiment la très, très grande réussite de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qui a posé plus de discussions, et ça en pose encore entre le Royaume-Uni et les 27. Donc, on essaie de faire ça. Au fond, on est toujours dans cette logique d'avoir un marché qui soit un marché, alors, je ne veux pas caricaturer, mais d'une certaine façon qui s'approche quand même d'un marché de concurrence pure et parfaite. Et donc, on est toujours un peu dans cette vision-là. Et je pense que la difficulté, justement, avec le DMA, et c'est ça qui rend les choses intéressantes, c'est qu'on essaie d'avoir des marchés qui sont des marchés avec une information, la même information pour tout le monde, avec une grande atomicité des acteurs. Bon, sauf que, en fait, ça colle pas bien avec ce qu'on a dit au début de ce colloque, c'est-à-dire que ça colle pas forcément bien avec le fonctionnement naturel des plateformes. C'est pour ça qu'on a des difficultés de construction de ces marchés et qu'il y a sans doute encore des choses qui ne vont pas dans le DMA. Alors, la question la plus importante, à mon avis, la partie de votre question la plus importante, c'est la dernière, c'est-à-dire est-ce que le DMA est adapté pour faire émerger des champions européens, des champions du numérique européen? Alors, pour moi, la réponse est clairement non, pas du tout. Là, je pense que vraiment, on se trompe complètement. C'est deux choses absolument différentes. Il y a un outil de régulation des marchés et à côté de ça, une politique qui est à mettre en œuvre pour faire émerger des champions européens. Je pense que vraiment, ce sont deux choses qui doivent être assez séparées dans l'esprit de ceux qui prennent des décisions au niveau européen. Alors, je mets quand même une toute petite nuance à cela, c'est que pour avoir des champions européens, on n'en a pas aujourd'hui. On peut toujours tourner autour du pot. Hein. On a des entreprises qui grandissent, j'y reviendrai dans un instant. On commence à avoir des licornes, on a même quelques titans. Hein. Spotify est en train de devenir un titan, je crois, ou en tout cas, un titan, c'est 50 milliards d'euros de capitalisation boursière, donc on ne doit pas en être loin. Je n'ai pas regardé ce matin, mais bon. Mais enfin, on n'en a pas beaucoup. Pour avoir des licornes, des titans ou a fortiori de plus grosses entreprises, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un marché qui soit pour le coup un marché unique du numérique. Donc ça, comme vous savez, c'est à l'agenda de la Commission européenne. Alors, c'est vrai que le DSA ou le DMA participe mécaniquement de ça, parce que ça évite à des États d'avoir à prendre des régulations. Donc, ça participe un peu de ça, de l'homogénéité de ce marché. Mais je crois qu'on a surtout besoin d'autre chose si on veut avoir des champions européens du numérique. Et là, il s'agit de construire des outils qui sont moins des outils en aval que des outils en amont. Je pense qu'on manque encore de structures de financement extrêmement profondes et extrêmement liquides. Le capital investissement en Europe progresse bien, c'est clair. Hein, on a des levées de fonds qui sont de plus en plus sympas. C'est le cas en France. Hein, on a encore vu la semaine dernière une levée de fonds à 450 ou 500 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus, peu importe. Donc, ça, c'est intéressant. Mais il y a quand même un moment où, quand vous voulez devenir ce qu'on appelle un champion du numérique ou de l'intelligence artificielle ou de la medtech, de tout ce que vous voulez, de tous ces secteurs innovants, vous avez quand même besoin d'être sur un marché coté. Voilà, vous avez quand même besoin d'être sur un marché financier. C'est quand même le stade ultime. C'est très difficile d'être un champion du numérique si, à un moment, vous n'avez pas la capacité à être dans un environnement financier qui est un environnement financier très liquide, très profond, avec des spécialistes, des analystes, etc. Et ça, en Europe, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on n'a pas de marché financier européen. Alors, on va me dire, les gens d'Euronext vont dire, si, on a Euronext, mais non, en fait, ce n'est pas vrai. Euronext est une magnifique place de marché, mais ce que l'on voit bien dans le monde, en tout cas aux États-Unis et en Chine, où ils sont en train de construire ça, c'est qu'on a besoin d'avoir des marchés spécialisés, en fait, pour des entreprises qui sont des entreprises qui ont moins de 20 ans, qui ont des nouveaux business models, qui ont des passages de points morts qui sont longs, qui sont un peu bizarres, qui ont justement, comme on l'a dit au début, qui sont des marchés bifaces avec des business models. Voilà, on a besoin d'avoir des places de marché spécialisées. Vous voyez, donc ça, typiquement, je pense que c'est vraiment un sujet qu'on doit mettre sur la table, qui est un sujet absolument passionnant. Je pense qu'on
c'est quelque chose qu'on pourrait faire en Europe. Alors, il faut sans doute le commencer, il faut sans doute faire des coopérations franco-allemandes, suédoises, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que là, il y a un magnifique projet. Mais vous voyez, ce n'est pas le DMA, c'est autre chose. Hein. Donc, si l'idée, c'est de se dire, au fond, le DMA, c'est un outil un peu protectionniste et ça va embêter les Américains et ça va nous permettre d'avoir des champions européens, je pense que ce n'est pas ça du tout. Je pense qu'on est radicalement à côté du sujet. Donc plutôt union des marchés de capitaux et approfondissement du marché intérieur pour Nicolas Bouzou. Exactement. Emmanuel Combe, vous êtes également sur cette ligne. Oui, comme ça va aller très vite et on laissera la parole aux deux autres personnes. Complètement d'accord. Moi, j'avais relevé quatre points. Alors, je serais un peu plus nuancé. Le DMA, si, il peut aider en ce sens, en mettant de la contestabilité, il peut permettre à une start-up de devenir un nouveau géant sur un marché, par exemple, connexe. Mais je suis d'accord avec Nicolas, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, vous l'avez dit, il l'a dit, hein, achèvement du grand marché intérieur, capital risque. Concurrence en Europe et politique antitrust. Moi, je reste persuadé que la concurrence ne joue pas contre les Européens. Bien au contraire, hein, je l'ai écrit 1000 fois, la politique de concurrence est une politique industrielle en permettant justement l'efficacité économique. Une politique industrielle. Et je rejoins Nicolas sur le fait que l'ambition, c'est en réalité, il y a plein de marchés sur lesquels il y a des places à prendre pour être des nouveaux géants, plein de marchés. Hein, la medtech, l'edtech, le commerce en ligne spécialisé. Hein, regardez le nombre de plateformes Zalando, hein, pour ne pas la citer, qui sont en train de se développer. Un tout petit mot sur le protectionnisme. Je partage aussi le point de Nicolas. Ça me semble être un mauvais procès et j'aurais au moins deux arguments. Premier argument, laissons de côté les déclarations de M. Andreas Schwab. Il n'est pas exclu que parmi les gatekeepers, hein, le protectionnisme, ça vise normalement un pays. En l'espèce, les Américains. Moi, je constate que si on applique les règles telles qu'elles sont écrites, il n'est pas exclu, je n'ai pas d'informations, mais il n'est pas exclu que Booking se retrouve comme gatekeeper. Booking est une entreprise européenne. Samsung est une entreprise coréenne. Alibaba est une entreprise chinoise. ByteDance est une entreprise chinoise. Donc déjà, pour du protectionnisme, ou alors c'est du protectionnisme contre nous-mêmes. Secondement, qui va bénéficier du DMA ? Ce n'est pas seulement les entreprises européennes, et je rejoins Nicolas, si j'étais un petit peu provocant et je vais l'être, ce sont toutes ces startups qui ont envie de grandir. Or, les startups, les licornes, je vous rappelle quand même un chiffre, hein, il y en a 228 aux États-Unis, 125 en Chine et une petite quarantaine en Europe, dont 16 en France. Donc, on pourrait presque dire que si le DMA a comme objectif de remettre de la contestabilité et de permettre aux startups de se développer, ça devrait statistiquement autant profiter aux Européens qu'aux Chinois et aux Américains. Donc, je crois que c'est un mauvais procès. Et pour terminer, je ne crois pas que c'est le sujet. Le DMA n'a pas pour objectif, vous l'avez très justement dit, d'être d'abord là. Il peut y contribuer pour faire des champions européens. C'est un outil parmi d'autres. Moi, je crois beaucoup plus à l'intégration des marchés de produits et services et aussi au capital risque qui est insuffisamment développé sur notre continent. Merci beaucoup. Merci à vous. Christiane Ferrand-Schul, sur ces questions-là. Alors, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites, il y a certaines pratiques qui sont déloyales. Donc, cette régulation a pour objet justement de réguler le marché, de permettre donc l'émergence de nouveaux acteurs. Donc, moi, j'ai tendance à penser que sans que ce soit un objectif en tant que tel, l'idée est quand même de permettre une saine concurrence. Et puis la régulation, c'est aussi pour moi, je considère un outil politique. Donc on est bien dans une démarche qui se veut vertueuse. Encore une fois, il y a des trous dans la raquette, mais ça permet d'avancer. C'est pas le Graal, mais ça permet, oui, ça devrait permettre à certains d'avancer et d'avancer positivement. Merci. Et Anne-Yvan Billon, on va vous laisser le mot de la fin sur ces questions de champions digitaux. C'est plus facile parce que beaucoup de choses ont été dites que je partage. Évidemment, l'objectif, c'est la contestabilité. Donc, si on croit que le DMA donc permettre l'accès d'acteurs, l'identité, la nationalité de l'acteur n'a pas vraiment de sens, hein, là, en l'occurrence. L'idée, c'est de promouvoir une concurrence par les mérites et assurer la contestabilité des marchés, donc l'émergence de concurrents, quelle que soit un peu leur identité. Hein. Et d'ailleurs, si les GAFAM étaient européens, le DMA garderait quand même toute sa pertinence. Et de la même manière, d'autres pays qui ont des initiatives législatives qui sont un peu similaires, on voit bien que le problème, c'est
les problèmes posés par les acteurs et pas l'identité des acteurs. Donc, ce n'est pas leur origine qui est problématique, mais c'est le fait qu'ils soient devenus incontournables et génèrent des dysfonctionnements. Donc, oui, ça devrait aider à l'émergence d'acteurs européens si la boîte à outils est bien faite et bien utilisée. Et on pense notamment à des objectifs, des contraintes, des obligations d'interopérabilité, par exemple. Si on veut donner un exemple concret d'obligation qui vise à favoriser la contestabilité, il y a ces notions d'interopérabilité qu'il faut affiner. Mais je pense fondamentalement que ce n'est pas la nationalité des concurrents qui importe ici, c'est d'anticiper, d'éviter les problèmes à venir que posent ces plateformes. Pour être très bref, voilà. Merci. Écoutez, merci infiniment à tous les quatre. Comme on enchaîne sur la table ronde d'ISA à 10h30, je vous propose d'ouvrir la salle pour éventuellement une ou deux questions pour ceux qui ont envie d'enchaîner les deux tables rondes sans pause et pour ceux qui veulent rester un peu avec nous jusqu'à 10h30. Vous pouvez soit les poser dans le chat, soit intervenir directement. Et en l'absence de toute réaction. Non, mais on a un message. On a un message. Pensez-vous que les obligations relatives au partage des données telles qu'énoncées dans l'article 6 soient pertinentes? Pourrait-elle renforcer l'innovation des entreprises européennes d'une façon efficace? Et quels outils faudrait-il mettre en place pour protéger les données des utilisateurs afin d'éviter un scénario similaire à celui de Cambridge Analytica? Il y a du pain sur la planche. Peut-être Emmanuel Combe, vous seriez le... J'ai beaucoup parlé. Moi, je crois que Christiane est bien plus compétente que moi là-dessus. Je veux bien en dire un mot, même si je ne suis pas expert. C'est toujours pareil, ça va être une question de proportionnalité. Hein. Il faut avoir la méthode de la coût-bénéfice, hein, le partage des données. Paradoxalement, ça pourrait renforcer des géants. Hein, puisque imaginez que vous êtes un géant, vous n'êtes pas présent sur un marché connexe et vous allez demander finalement à l'autre géant de partager ses données avec vous. Donc, tout va être, pour moi, c'est toujours pareil, hein, tout va être question d'équilibre. Et je reviens à mon histoire de départ. Il faut faire du cas par cas. C'est très compliqué de répondre de manière générale. Mais dire que le partage des données, par nature, ne peut être que pro-concurrentiel, ce n'est pas complètement évident. Hein, on confère le cas que je viens de prendre. Maître Feral-Schul. Ah, votre micro est coupé. Je suis d'accord avec le fait que ça doit être une analyse cas par cas. Je ne suis pas certaine que l'interdiction généralisée de cette collecte de données permette d'anticiper une nature de problème. On voit, enfin, je reviens à ce que je disais au début, le numérique crée de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et je pense que le temps de la régulation, sans que ce soit une critique en soi, le temps de la régulation fait qu'il y a toujours forcément un décalage entre de nouvelles questions qui se posent et la réglementation qui a vocation à s'appliquer. Donc, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Peut-être une petite question annexe qui moi, me trottait à l'esprit sur un peu le dialogue entre régulateurs et régulés et le jeu en solitaire de certains États membres qui procèdent un peu d'une fuite en avant de la régulation sur ce sujet-là. À quoi jouent les Allemands, par exemple, en prenant des dispositions plus dures et en amont de ce que le DMA devrait faire? Donc ça, c'est une première question sur les liens entre règlement européen et la législation nationale. Et est-ce qu'au fond, ça n'est pas un moyen d'inciter les régulés à coopérer plus avec la Commission européenne? Parce qu'au fond, ce qui pourrait être le plus embêtant pour ces entreprises-là, ce serait d'avoir à faire face à un patchwork de régulation nationale assez incompréhensible. Éventuellement du côté des régulateurs, que ce soit à l'ARCEP ou à l'autorité de la concurrence.
Moi, je n'ai pas d'infos particulières là-dessus, si ce n'est qu'on peut aussi le lire autrement, et ça n'est qu'une opinion personnelle. On peut aussi comprendre l'attitude des Allemands comme étant, en tout cas, je parle du Bundeskartellamt, hein, comme étant la volonté d'avoir une application conjointe du DMA, c'est-à-dire que la Commission n'est pas le monopole de la vérification des obligations. Donc, or, vous le savez, le Bundeskartellamt s'est beaucoup investi sur ces affaires numériques. Donc, on peut le comprendre aussi, hein, que c'est une manière, peut-être, il faut leur demander à eux, hein, c'est peut-être une manière de dire aussi, nous avons des compétences, nous savons faire, et nous voudrions être associés à cette mise en œuvre du respect des injonctions. Mais je n'ai pas d'informations particulières sur le cas allemand. Oui, je crois qu'évidemment, les discussions sont en cours, hein, les débats sont en cours, mais effectivement, ça pose la question plus large de l'implication au niveau national et l'intervention, ou en tout cas l'assistance que pourraient prêter les autorités nationales à la mise en œuvre par la Commission, puisqu'évidemment, c'est un règlement européen et l'idée, on a beaucoup parlé d'harmonisation de marché européen, c'est qu'il y ait cette application par la Commission européenne, mais avec des besoins, on a évoqué aussi, de collecte d'informations, de remontée et de monitoring des marchés, d'assister la Commission aussi pour finalement maintenir un dialogue continu, ce qui n'est pas prévu. Et là, le rôle des autorités nationales, alors il est en pleine discussion. Il y a des degrés d'intervention et des formes, des modalités d'intervention qui se discutent. Hein. Tout est dans les détails, comme le disait Emmanuel. Je pense que c'est ça l'enjeu global, et tout ça, c'est encore en cours de discussion, avec effectivement une autorité de concurrence allemande qui a une application plus forte, mais tout ça, ça se discute actuellement. Mais écoutez, il va nous rester à vous remercier tous les quatre, Emmanuel Combe, Christian Ferral-Schulz, Anne-Yves Billon et Nicolas Bouzou, pour votre participation à cette table ronde. On a réussi à tenir les temps et à poser toutes les questions qui ont été soulevées au cours des workshops, et on vous remercie pour les réponses éclairantes. On espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont aussi des aficionados du DSA et qui veulent suivre les discussions qu'on aura sur ce paquet législatif en entier, on vous invite à nous retrouver d'ici 2-3 minutes, puisqu'on va commencer cette table ronde à 10h30. Écoutez, merci à tous.